Radio J. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter une heure d'émission ensemble avec mon invité, ancien cambrioleur et braqueur spécialisé dans la neutralisation des systèmes d'alarme, ancien bandit comme il a l'habitude de se présenter, devenu artiste, producteur et auteur multitâche, et notamment de l'ouvrage de sa vie David Desclos, une histoire vraie, sorti chez Flammarion. De l'incarcération à la scène, David Desclos, vous l'avez compris, vient nous voir pour son spectacle Hold Up au théâtre du gymnase Maribel. Ce sera tous les derniers jeudis du mois à partir de septembre, accompagné d'une vingtaine d'artistes emblématiques tels que Stomy Bugsy, Passy, Arsenic ou encore le chanteur Kali. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour David Desclos. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Ça va être une émission très spéciale parce que d'habitude je reçois des gens qui chantent depuis toujours, et là c'est un parcours, je dirais, plus particulier, plus singulier, et c'est là tout le sel qui va être, je pense, de cette émission. Alors merci d'être là. Merci à vous de m'avoir aujourd'hui. invité. J'aimerais, pour commencer cette émission qui va tenter d'aller un peu plus loin, de tenter de savoir qui vous êtes au-delà de tout ce qui s'est passé. Si je vous demandais 3 mots pour vous décrire, vous diriez lesquels ? Ancien bandit, artiste et le dernier, je sais pas trop quoi. Un qui vous vient en tête comme ça, peut-être spontanément, sur votre caractère de tous les jours. Persévérant. Voilà, je savais qu'on y était et que vous l'aviez sur le bout de la langue. On va voir si ça colle avec donc votre personnalité donnée tout au long de cette émission, et on démarre par le début, toujours le début. David Desclos, j'aurais pu aussi vous appeler David Lupin ou Pinlu, qui fut vos pseudos. Vous êtes né le 26 novembre dans les années 70, ouais, je crois savoir. Vous avez grandi avec votre mère et votre petit frère et votre petite sœur aussi, dans un quartier sensible de la banlieue de Caen, puisque votre père était en semi-liberté. Vous allez nous en parler sûrement. Il faisait des allers-retours en prison. Quel genre d'enfance vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? Enfance très pauvre, une mère qui faisait très attention, qui faisait tout ce qu'elle pouvait. Et très, très jeune, j'ai su qu'il allait falloir se battre, se bagarrer pour sortir, parce que c'est pas une excuse, mais vraiment très, très, très pauvre. Et la violence, l'alcool par le papa et tout ça. Et donc, voilà, quand je revois les images de mon enfance, c'est galère, galère, mais surtout respect pour la maman, respect pour la maman qui a fait tout ce qu'elle a pu, malgré les problèmes de violence, d'alcool et tout, voilà, encore une fois, très très pauvre. Quand on lit votre livre, on comprend que finalement il y a comme une forme de répétition, parce que vous savez, on parle beaucoup en ce moment de ces mémoires transgénérationnelles, de ces familles qui répètent, qui sont dans un chemin répétitif, peut-être pour arriver à un moment donné à changer le cours des choses. Est-ce que vous direz que c'est peut-être ce que vous avez tenté de mettre en œuvre ? On va le voir tout au long de cette émission. Ouais, en fait, moi, très vite, très très jeune, je me suis dit, voilà, il faut sortir tout ça, il faut essayer de tout faire pour sortir la famille de tout ça. Et très jeune, j'ai entrepris d'abord pour aller chercher à manger, parce que voilà, aider la mère, aider ma maman, parce que elle faisait tout ce qu'elle pouvait, mais il y avait la violence, mon père ne voulait pas qu'elle aille voir les assistantes sociales, il avait été perturbé par ça quand il était jeune, donc voilà, elle pouvait pas faire grand chose. Et donc moi j'allais chiner, j'allais frapper aux portes pour à manger et tout. Et donc là, je suis parti sur ce chemin. J'ai toujours su qu'il fallait pas que je pense qu'à moi. Que si j'avais pensé qu'à moi, j'aurais pu aller travailler et puis trouver un travail, c'est m'en sortir. Mais comme il y avait toute la famille, il y avait tout ça, et donc pour tout le monde, penser plus à tout le monde qu'à moi, c'était en gros. Et donc là. Et donc, pour changer les choses, il allait falloir relever les manches et faire des choses de dingue. Et il fallait penser collectif, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, et faire des choses de dingue. Ça va être le cas, parce que quand on regarde votre parcours, très tôt, très vite, vous prenez conscience qu'il faut aider la famille. D'abord, un tout premier contact qui n'a strictement rien à voir avec la police à l'âge de 7 ans. Vous sauvez une petite fille d'un homme suspect dans une cave. Les policiers vont d'abord vous surnommer le petit héros. Et puis, 1 an plus tard, à 8 ans,
premier vol à l'étalage. C'est là que quelque part, vous êtes en train de créer un système où vous vous dites, moi je dois m'en sortir, mais ça va peut-être pouvoir permettre à ma famille aussi de s'en sortir si je continue ça. C'est ça. Ouais, j'ai foncé dans la seule chose que j'ai cru être bon. Donc au début, comme je l'ai dit, j'allais chiner. Et puis bon, après très vite, il y a l'histoire de ce violeur voilà, que j'arrive à sauver la petite fille. Je l'explique dans le livre. Et ensuite, voilà, j'avais un peu honte d'aller chiner, d'aller frapper aux portes tout le temps aux mêmes portes. Et donc là, il y avait la supérette en bas. J'ai été volé la supérette, j'ai ramené à manger de la supérette et tout. Et en fait, c'est là où, même c'est ce que je dis maintenant à toute cette jeunesse, le premier geste est très important, les premiers vols. Voilà. On pense que, voilà, comme on ne se fait pas attraper, on pense que c'est facile et qu'on est bon. Et moi, j'ai mis ce culot, cette intelligence, ce talent là-dedans, en pensant être bon qu'à ça. Voilà, et le premier geste, le premier vol est très important. Et après, ça s'enchaîne. Et comme il faut pour tout le monde. Donc, au début, c'est pour manger. Ensuite, pour s'habiller. Donc, voilà, voler des paires de baskets pour le petit frère, la sœur, les vêtements pour toute la famille, les vêtements. Et on va à l'école, on veut être habillé bien, tout le monde. Et puis surtout, il y a, dans le quartier, c'est comme ça. Les plus grands, voilà, c'est la mode. Et celui qui n'a pas la panoplie, jean, basket blanche, 501, fly jacket, enfin tout l'habillement de l'époque, quoi, le style vestimentaire de l'époque. Et est-ce qu'il y a une forme de regarde, moi j'ai fait mieux, j'ai volé mieux quelque part? C'est ça. Ouais. C'est ça. En fait, on est donc tout un groupe. Il y a une surenchère. Voilà, il y a une surenchère. On est tout un groupe quasiment plein, que des voleurs. En fait, c'était un quartier particulier, la Pierrosée à Caen et même tous les autres quartiers de Caen. Hein. C'était une époque très particulière où il y avait beaucoup. On appelait ça les rurtis, qui se fait moins maintenant. Maintenant, c'est plus le deal, ça deal beaucoup. Mais le vol, comme moi je l'ai connu, c'était une telle mode dans tous les quartiers de France. C'était comme ça. On nous appelait les rurtis. Il se créait des groupes et puis chaque groupe voulait faire mieux que les autres groupes. Il y avait une surenchère. Voilà. Et celui qui avait l'étoile, qui était le meilleur, eh ben, fallait qu'il garde cette étoile. Et tout le temps, ça renchait. Et donc, et plus on grandissait après, plus ça montait. Et tu rentres dans cette bêtise. Et là, c'est l'enchaînement, tu te rends pas compte et tu fonces là-dedans. David Desclos, vous dites souvent que tous les ingrédients étaient réunis avec le parcours familial, l'ambiance, la pauvreté, l'entourage. L'entourage, c'est peut-être aussi une question de mauvaises rencontres, alors que d'autres ont eu d'autres rencontres et s'en sont sortis, je veux dire, de façon plus honnête, entre guillemets, mais aussi de terreau familial. On l'entend quand on regarde et qu'on lit votre livre, on comprend que dans le passé, c'est aussi pas évident. Et puis, il y a votre papa. Dans votre cas, est-ce que vous pensez qu'il faut un tempérament, un caractère pour voler ou que... Non, pas forcément. Tout dépend. Il y en a qui ont voilà. C'est pas le caractère pour voler. Bon, tout le monde peut l'avoir. Mais c'est surtout pour monter dans le vol, pour monter en puissance dans le vol. Dans votre cas, est-ce que vous diriez qu'il y avait une forme de rage, de rage de l'État, de vous en sortir, la rage de tout? C'est ça. En fait, tu rentres dans cette... Moi, j'observais beaucoup. J'ai jamais bu, jamais fumé, jamais drogué. Et j'observais beaucoup. Et ce que j'observais, c'était tous ceux qui avaient été travaillés, les plus anciens, dans les HLM, et qui étaient au bar et qui mouraient de cancer et tout ça. J'observais tout ça. L'alcool, la cigarette qui tuait tous nos anciens, mes oncles et tout ça, je les ai vus. Voilà. Donc, j'observais tout ça. Et on nous disait à l'école... travailler bien à l'école pour avoir un bon job, enfin un travail, même à l'usine ou quoi. Et en fait, quand on regardait le résultat, ce que les autres avaient fait avant nous, ça nous donnait pas envie. Mais en fait, on a plus tard, moi j'ai compris qu'en fait, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Mais là, tu rentres dans une rébellion et t'as cette rage contre l'État où ils mettent tous les pauvres ensemble et qui crée tout ce contexte. David Desclos, une question tout à fait d'actualité aujourd'hui, quand vous voyez la banlieue, et sans doute pas que, bien évidemment, sortir dans les rues de Paris pour la finale de la Ligue des Champions, piller les grands magasins, casser. Quel regard vous portez-vous sur cela ? Du déjà vu, en fait, c'est l'ambiance des quartiers, c'est comme ça, quoi. Nous, on l'a vécu aussi à notre époque. S'il y avait eu des caméras partout et des téléphones portables comme aujourd'hui, à notre époque, à nous, les gens n'en reviendraient pas. Ils se diraient, mais c'est pas possible, il se passait pas ça dans les années 80, 90, il se passait pas tout ça. Alors que c'était ça, quoi. On a toujours connu ces ambiances-là. Au 14 juillet, on allait cambrioler les magasins. À chaque grosse fête, à chaque gros événement, on profitait de tout ça. Donc là, maintenant,
avec le mot qui s'est fait, ça devient comme normal. Ouais. Les gens, dès qu'il y a un gros événement, hop, Ils se préparent. Ils se préparent Ouais. et ils y vont. Chose que nous, on faisait aussi. On se préparait, c'était d'une autre façon, d'un autre style, mais il y a eu des émeutes, à notre époque. Il y a eu des gros événements comme ça, où on cassait les magasins. Il y avait du cassage, il y avait tout ça. Pour moi, quand je vois ça, c'est que bis repetita, quoi. Bis repetita. C'est- Est-ce que vous pensez qu'il y a une solution pour arrêter cela ou que c'est cause perdue? Il y a une solution, mais pour moi, je pense qu'ils ne la veulent pas. Il y a Ce une serait solution. quoi? La solution, c'est de travailler dès les écoles primaires. C'est dès les écoles primaires d'amener, par exemple, des victimes, par exemple, de magasins qui se sont fait casser, d'agresseurs, de gens qui se sont fait agresser, tout ça, des victimes dans les écoles primaires. Et je me bats pour ça. Sensibiliser. Sensibiliser. Mm. Dès les écoles primaires, dès les CM1, CM2, et aller aussi dans les collèges et tout ça, plus vite on se sensibilise. Grâce aux victimes, ça s'appelle la justice restaurative à haute échelle. Elle existe déjà, mais pas comme je le veux la faire moi. Et ça c'est une solution qui est... Est-ce que c'est ce que vous essayez de faire C'est ce que depuis j'essaie de quelques faire. temps maintenant? Ouais. Alors, dans la progression de votre parcours, à l'adolescence, à l'école, à un moment donné, vous continuez bien évidemment ces vols. Ça va monter, voilà, l'échelle va évoluer, mais vous faites partie de ce que j'appellerais le tri sélectif. Catégorie manuelle, SES, Ouais. c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. On voulait faire de vous un maçon. Ouais. Mais ça vous rappelait un peu trop la façon dont était parti votre grand-père que vous aimiez beaucoup. Mm. Et vous dites qu'il fallait être un bon voleur ou un bon élève. Il fallait choisir. C'est ça. Il fallait choisir. C'était comme ça. On nous parlait de l'avenir. Mais pour nous, l'avenir, c'était aujourd'hui, c'était demain, c'était comment on allait manger, comment on allait s'habiller. Mm. C'était C'était ça. l'urgence. C'était l'urgence. Mm. C'était ça. En colonie, après plusieurs arrestations, alors que vous n'avez que 13 ans, le directeur va dire à votre mère « Aujourd'hui, c'est un homme que je vous rends et plus un enfant. On va le voir. Après 4 stages d'observation et 4 stages, le contexte d'exploitation, de misère sociale que vous observez, vous obtenez un diplôme, puis vous revenez en 4e général, mais on vous rejette. Et donc, ça ne fait que renforcer ce que vous êtes en train de créer. Ouais. Ouais, tout était réuni pour créer ce que j'allais devenir, quoi. Tout, et encore une fois, j'observais quand je faisais les stages, j'observais ces gars en maçonnerie, sur les chantiers, tout ça, je les observais. Je disais, mais quel courage de ces hommes et quand je les regardais, et qui me disaient combien ils étaient payés et tout ça, et je disais, et ils me disaient, mais garçon, on a un loyer à payer, on a les études des enfants à payer, on a tout ça. Des hommes courageux, des femmes courageuses, et j'étais aimé, moi j'avais la tête ailleurs. Mais à l'époque, vous pensez aussi collectif parce qu'il y a une anecdote, je ne sais pas si on peut dire amusante ou cocasse. Vous allez travailler dans cette épicerie, dans une épicerie. Vous allez créer ce que vous appelez un cambriolage à ciel ouvert. Ah ouais. En fait, c'est l'épicerie du quartier. Et je voyais tous les papas, les mamans, enfin surtout les mamans, les enfants qui venaient acheter avec pas grand-chose. Et là, en fait, tout le monde passait gratuit avec moi. J'étais à la caisse. Et tout le monde le mot s'est fait. David était à la caisse de l'épicerie, il travaillait à l'épicerie, tout ça. Et le mot s'est fait. Et l'épicerie, en plus, le patron était dans l'alcool, dans la réserve. La femme aussi, c'était un carnage, l'épicerie. C'était un truc de fou. Et donc, moi, comme ça partait en faillite et tout, c'était un cas. Et j'ai ouvert l'épicerie à tout le monde et tout le monde s'est fait le mot et tout le monde est venu chercher à manger. Et tout le monde s'est servi et il passait à la caisse. Je disais, allez, font ça. Et ça a été un défilé. Ça a duré quelques temps et hop, c'était fini. Mais voilà. David Desclos, dans votre vie, on va voir, il y a pas mal d'allers-retours avec la garde à vue, avec la prison. Bien évidemment, on ne pourra pas tout dire. Mais ce que je retiens, c'est qu'il y a quand même une envie de vous en sortir dans le milieu relativement général parce que à 16 ans, vous allez retrouver votre bande du 43, comme vous l'appelez. Vous entrez à l'Institut Lemonnier pour passer à un CAP en électrotechnique. Puis on vient vous chercher. Vous démarrez un service militaire que vous attendez avec impatience, mais il s'avère que vous êtes jugé impossible à commander à 18 ans. On est en 92. Vous reprenez ce que vous appelez le vol en filouterie, la revente de shit, de produits en tout genre, ce que vous appelez aussi la tour des miracles dans la cité des chétanes. Vous gagnez vraiment bien votre vie. Et donc, bien sûr, le trafic va s'intensifier. Je passe bien sûr les étapes. Vous allez alors finir par vous consacrer à une carrière de braqueur, de boutique de luxe, coffre-fort d'entreprise, de banque spécialisée dans la neutralisation des systèmes d'alarme. Votre vie, c'était un peu la Casa des Papel. C'est ce que tout le monde dit quand je la raconte en détail. Dès que je me mets à raconter le moindre détail, c'est tellement fou que la plupart des gens me disent
c'est pas vrai, ils mitonnent, c'est faux, tout. Mais après, les journalistes font les enquêtes, ils retrouvent les articles et tout ça. Enfin, ils interrogent et tout. Et mon avocat, mon ancien avocat, tout ça. Et quand ils se rendent compte que tout est vrai, ils en reviennent pas. Ils disent, mais c'est pire que la Casa des Papel. C'est une histoire de dingue. C'est immense. Et même moi, le premier, quand je me mets à raconter, que je fais je repense à plein de choses. À l'heure d'aujourd'hui, je me dis, mais quelle vie de fou, quelle vie de dingue. C'était immense, quoi. Est-ce que vous avez pensé à l'adapter en film? Oui, j'y ai beaucoup pensé parce que plus je fais des interviews, plus moi je monte avec mes spectacles et tout ça, plus je raconte, plus tout le monde me le dit. Il me dit, mais c'est une série qu'il faut faire, c'est un film. Et je cherche justement un diffuseur. Je suis à la recherche là actuellement, Netflix, Canal+, on ne sait jamais quoi. On va en parler. Voilà. On va en parler en perso. David, vous aviez un rituel, un tag qui m'a beaucoup fait rire, je dois le dire. Après les vols, est-ce que vous voulez nous parler de ce tag et pourquoi vous l'avez appelé comme ça? La cité des chétanes. GILASD Gang. Oui, GILASD Gang. Le GILASD Gang. Alors GILASD Gang, c'était groupe d'intervention locale assurant la semaine et le dimanche. Et j'ai ouvert ma société parce que là on fait la BO en musique du spectacle, et ma société de production musique, je l'ai appelée GILASD Gang Musique. Donc voilà. Et donc on écrivait ça, on était très jeunes. Là, j'étais adolescent, j'étais très 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 jeune. Et dans les cambriolages, on marquait la cité des chétanes, GILASD Gang, groupe. Et en fait, c'est parce qu'il y avait eu une erreur dans l'écriture de les journaux. Et donc, on avait trouvé la signification groupe assurant la semaine et le dimanche, groupe d'intervention locale assurant la semaine et le dimanche, parce qu'on travaillait toute la semaine. On dit travailler entre guillemets. C'était de la cambriolage. Et donc, voilà. Ce que je tiens à dire pour nos auditeurs quand même, c'est que, ok, il y a des braquages, il y a des choses importantes, il y a des victimes. Vous avez bien évidemment un état d'esprit là-dessus, j'aimerais que vous nous en parliez. Mais il y avait quand même un mental qui était ne surtout pas être armé, ne surtout pas faire mal. Alors que même au sein de la banlieue, il y avait ce rapport de force. C'est ça. Ouais, nous, en fait, on était vraiment dans le cambriolage, sans armes et sans violence. On m'a plus comparé à Arsène Lupin qu'à Mesrine. Donc voilà, je ne voulais pas faire de victimes, même s'il y a aussi des victimes dans les cambriolages, et je le sais aujourd'hui, et c'est ma bagarre aujourd'hui pour faire reconnaître les victimes, faire cette justice restaurative et tout. Donc j'ai une grosse pensée pour les victimes, et c'est pour ça ce que je fais aujourd'hui. Mais voilà, c'est vrai qu'à l'époque, je ne voulais pas. Et même si dans le quartier, on avait des histoires entre gangs, des rivalités entre gangs, et là on était très violents, on a eu des blessés graves, il y a eu des choses très très graves. Il y a eu des morts. Oui, il y a eu des morts, et donc en fait des morts sur les générations, je l'ai sur la conscience, sur les générations qui m'ont suivi. Là voilà, donc qui ont voulu prendre exemple sur vous. Qui ont pris exemple sur nous, et là il y a eu des morts, et donc inévitablement j'ai donné le mauvais exemple, et je l'ai sur la conscience. C'est pour ça que je fais tout ce que je fais aujourd'hui, et que j'appelle à tous les jeunes. Et donc voilà, nous, c'était très violent, les bagarres entre bandes, mais par contre sur les activités cambriolage ou quoi, même si on se faisait choper en flagrant délit, on préférait partir en courant que de séquestrer ou de ceci ou cela. Voilà, c'était... David Desclos, je le disais, il va y avoir quelques allers-retours en prison, parfois pour quelques mois, parfois pour quelques jours, parfois un peu plus longtemps, on va y venir. Et à un moment, alors vous allez m'expliquer dans la chronologie quand ça va se passer, vous allez être transféré d'un commissariat à un autre, et vous allez vous faire comparer, parce que vous en parlez sur scène, au malfaiteur Spadjari, par les policiers qui vous disent maintenant, t'as plus qu'à faire comme lui. Il a mis 4 mois pour s'évader, vous allez mettre 5 minutes. 5 minutes plus tard, j'étais évadé. Je me fais attraper dans le tunnel, après avoir creusé un tunnel dans les égouts jusqu'à une banque à Caen, dans le Calvados. On arrive à la salle des coffres, et pour une petite erreur de notre part, qui est le clou du spectacle, que je peux pas te redire là, donc on se fait attraper. Sur 5, on se fait attraper qu'à 2. Et c'est là qu'il me compare à Spadjari, parce qu'on fait la une des journaux, le 20h, tout. Il nous compare à Spadjari, le célèbre gangster des années 70, qui lui aussi avait creusé un tunnel dans les égouts à Nice, et qui s'était évadé. Et pendant le transfert, les policiers rigolent sur moi, ils me disent, tu sais que t'es le nouveau Spadjari de Caen, voilà, et puis t'as plus qu'à faire comme Spadjari, il a mis 4 mois pour s'évader, et 5 minutes plus tard j'étais évadé. J'avais une astuce pour tirer mes menottes, dans la voiture je les ai embrouillées, c'est le clou du spectacle aussi, dans le spectacle j'en parle beaucoup, ça fait beaucoup rire les gens et tout, et là c'est pareil, la vie de fou repart dans une dinguerie, parce que je repars pour 1 an de cavale, et ce qui se passe pendant 1 an de cavale, c'est tout simplement un film, dès que je raconte le moindre détail, les gens n'en reviennent pas, et ensuite 5 ans de prison, et ensuite je ressors, et ça s'enchaîne quoi. Et là il y a la 2e évasion, et il y a encore 2 ans de prison ensuite, et encore 1 an. Et dans tout ça, ce qu'il y a de très important à dire, c'est que
je devais payer. J'avais eu le déclic, j'avais compris que je ne voulais plus être dans le banditisme, mais c'est ce que je dis à tous les jeunes, rentrer dans le banditisme est très facile, mais en sortir est très très dur. C'est Et ça. il m'a fallu des années pour m'en sortir, des années, et ça a fait un film, hein, c'est carrément un film, ma vie. Et donc, c'est ce que je dis aux jeunes. Et surtout, il y a un gros message pour l'amour, parce que j'ai ma femme qui m'a attendu ces 5 premières années, les 2 autres années et la dernière année. Donc, c'est une femme qui venait à tous les parloirs, qui venait me voir à tous les parloirs, et après, ensuite, avec mes enfants. Et j'ai reproduit, malheureusement, ce qui s'était produit avec mon père. Moi, j'ai été voir mon papa au parloir, et mon père est venu me voir ensuite. Ensuite, là, c'est mes enfants qui sont venus me voir au parloir. Et donc, c'est pour ça que je fais tout ça, pour casser ce cercle. Il faut que ça stoppe, quoi. David Desclos, on entend votre message. Avant de parler de ce message, il faut dire qu'il y a ce parcours carcéral, 10 ans, 6 ans de cavale, 2 évasions au total. Vous êtes sorti quand de prison ? La dernière peine en 2012. Vous l'avez dit, rentrer dans le grand banditisme, c'est très facile, en sortir, c'est très difficile. Qu'est-ce qui vous a fait changer au-delà de l'état d'esprit ? À quel moment il y a le déclic, ce changement qui arrive et cet état d'esprit de pensée collective peut-être ? Ouais. Encore une fois. Je pense toujours collectif, hein, mais maintenant je veux faire les choses d'une autre façon, c'est-à-dire du bon côté de la barrière. En fait, le premier déclic qui se passe un petit peu pendant ma cavale, déjà, je vois les gens autrement, je suis recherché, je sors du quartier, je pars dans le sud de la France, je pars en Espagne, en Suisse, je vais un peu partout, je suis recherché dans toute la France, et là je regarde les gens qui sont tout autour de moi. Je les regarde d'une autre façon. Tous les gens que je comprenais pas pourquoi ils allaient travailler, tout ça. Et là, je vois, le premier déclic, c'est de voir, et c'est ce que je dis à tous les jeunes maintenant dans mon spectacle et les conférences que je fais, c'est je comprends ce qu'est apporter la sécurité à sa famille. C'est l'un des plus gros déclics. Apporter la sécurité à sa famille, c'est ne rien faire qui nuit à ta santé et à ta liberté. Ça, c'est les 2 piliers de base. Je comprends en observant quand je vais faire les courses, je les vois en famille, quand on est en vacances sur la plage, ils ont travaillé toute l'année, ils profitent de leur congé payé, ils ont travaillé dur, mais eux, ils apportent la sécurité à leur famille. Je comprends ce que c'est ce mot d'apporter la sécurité à sa famille. Et même si on n'en a pas, qu'on est jeune, qu'on est adolescent, qu'on est jeune majeur, la famille viendra. Un jour ou l'autre, vous allez avoir une femme, des enfants, et donc il faut s'y préparer. Préparer à apporter la sécurité à sa famille. Et les 2 piliers de base, ne rien faire qui nuit à ta santé et ta liberté. Ça, c'est le premier déclic. On reste avec vous, David Desclos, pour votre spectacle Hold Up. On y vient, on en parle dans un instant. Vous serez au théâtre du gymnase Maribel tous les derniers jeudis du mois à partir de septembre, accompagné d'une vingtaine d'artistes emblématiques. On en vient bien sûr dans un instant également avec David Schweger pour la chronique théâtre, Anouchka Monceau. Et puis tout de suite, c'est le rappel des titres, on revient. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. Du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, David Desclos, pour son spectacle Hold Up au théâtre du gymnase Maribel. Tous les derniers jeudis du mois à partir de septembre, accompagné d'une vingtaine d'artistes emblématiques. On va en parler dans un instant. Mais vous nous parliez évidemment de votre parcours, David Desclos. Il y a eu un coup de trop. Un coup qui va vous coûter cher, c'est ce que vous racontez sur scène dans votre spectacle. Ça s'appelle le casse du siècle. On est en 98, expliquez-nous. Bien, je ressens que c'est plus ce monde-là qui m'intéresse. Je suis amoureux de ma femme Nora, tout. Et je cherche une solution pour sortir de tout ça. Mais j'ai tout construit. C'est moi qui ai tout ramené. J'ai des potes qui sont en prison. Voilà. Et cet enfer que j'ai créé se retrouve sur moi, quoi. Et donc j'en parle à mes potes, je dis les gars on s'est trompé, et mes potes me prennent pour un fou, ils se disent ça y est David il est amoureux, l'amour l'a rendu fou et tout, et ils se disent ok toi pars si tu veux, mais nous on garde notre parole d'homme qu'on a donnée à tout le monde, on va aider ceux qui sont en prison, on va aller à la vie à la mort jusqu'au bout et tout, et toi pars si tu veux. Et là ils me disent nous on va partir sur les braquages avec armes et compagnie, et là je vois les reproches et je peux pas me regarder en face dans la glace parce que c'est moi qui ai créé tout ça, et donc je dis à mes potes ok on va en faire une dernière, mais une grosse.
Et là, on s'attaque au siège social de la Société Générale à Caen, dans le Calvados, la deuxième plus grosse banque après la Banque de France, par les égouts. J'avais fait tout le plan, tout. Je leur explique tout le plan. On va dans les égouts déjà, je leur montre tout avec des bateaux, des tenues de plongée. On visite tous les égouts et tout. Un vrai film dans les égouts. Il nous arrive des tas de trucs dans les égouts. Voilà. Et une fois que le plan est carré, je leur montre la bouche d'égout, tout. Et pendant 4 mois, on creuse dans les égouts ce tunnel. On aurait pu dire les égouts du paradis, mais là, c'était les égouts de l'enfer parce qu'on a eu des éboulements. J'ai failli mourir. Enfin, il nous est arrivé des tas de trucs. Pareil, c'est un film. Et on est arrivé à cette salle des coffres. Au mur de la salle des coffres, 40 cm de mur blindé, en train de dégommer ce mur et tout. Ça a été un truc de dingue. Et pour une petite erreur de notre part, donc voilà, on se fait attraper qu'à 2, les autres arrivent à se barrer. Et donc là, pour moi, ça y est, voilà, j'avais dit à mes potes, c'est soit on réussit le coup et on est tous bien, ou soit on sera tous en prison. C'est là qu'il va y avoir la cavale pendant 1 an. Voilà. Ouais. Et puis après, il y aura des allers-retours comme ça. Ce qui est important de dire, c'est que on sent cet état d'esprit qui ne vous a jamais quitté quand même, d'être quelqu'un de bien, de vous en sortir, de mettre votre famille à l'abri. Et à ce moment-là, vous allez être en cavale et vous avez envie d'être sur scène. Ouais. Et donc c'est ça qui est intéressant à expliquer aussi. Non, c'est pas cette première cavale, c'est pas là où je suis sur scène. Cette première cavale, c'est une cavale. Oui, bien après, bien sûr, bien après. La deuxième cavale. Donc là, je suis en cavale. Et donc là, au bout d'1 an, il m'arrive tellement de péripéties pendant cette cavale. Au bout d'1 an, je me rends de moi-même. Oui. Je me rends de moi-même et je fais 5 ans de prison. Et c'est à la sortie, pendant ces 5 ans, déjà très important, pendant ces 5 ans de prison, j'écris, j'anime la promenade, j'arrive avec le sourire parce que j'ai compris que j'ai autre chose à faire dans la vie et tout ça. Et comparé à tout, j'ai le moral, j'ai le sourire et j'ai ma femme qui vient me voir à tous les parloirs. Donc bon, c'est quand même, il y a des moments très très durs. Hein. Il y a des moments où je me fais passer pour fou pour avoir plus de parloirs pour ma femme et tout ça. J'ai des moments, quand je raconte en détail les 5 ans, les gens ils en reviennent pas. Mais donc pendant je suis en promenade et j'anime la promenade et tellement j'anime, tellement je fais rire, il marque la promenade du Comedy Club, donc tout le monde rigole, tout le mot se fait. Et ensuite je sors avec toutes ces écritures et je me fais aussi une réflexion pendant cette promenade. Je me dis ok, je les fais rire, mais comment leur faire comprendre ce que moi j'ai mis du temps à comprendre, c'est-à-dire de mettre son culot, son intelligence, son talent du bon côté de la barrière. Et je me dis, si je leur fais la morale, ils vont me dire David, t'es plus marrant. Ouais. Et c'est là que je décide d'écrire en spectacle et de le faire en spectacle, et ça amène à des débats. Dans la promenade, on débat. Et donc voilà. Et quand je sors avec tout ça sous le bras, avec les idées de spectacle, de séries télé, tout, j'écris beaucoup. Je sors avec un carton d'écriture. Et donc là, au début, je suis en conditionnel, je dois aller travailler, je travaille. Et ensuite, en traite, je vais à Paris, et je monte sur scène, je fais mes premières scènes, là, je fais les premières scènes, mais je suis en libération conditionnelle. J'ai ma femme qui est enceinte, j'ai ma fille qui naît, tout commence à bien se passer, ça se passe super bien, et j'ai mes complices qui reviennent, et ils me disent, David, on a besoin de toi. Ouais. Parce que moi, j'ai demandé leur aide pendant ma cavale, pendant ma prison, voilà, ils m'ont aidé. Ils me disent, là, c'est à ton tour, il y en a qui sont encore en prison, tu dois nous aider, tout ça, rappelle-toi, une parole est une parole. Et c'est vrai, j'avais donné ma parole, que moi aussi, je les aiderais. Et donc là, je suis obligé de remettre les gants, et là, je repars dans un trafic international de hashish, parce que je leur dis, ok, je vais vous aider, mais on détermine une somme. Ouais. Parce que ça va pas être ça toute la vie. Ouais. Et donc, on détermine une somme, une dette d'honneur. Je vous paye, et j'aide les autres qui sont en prison, je vous aide tout ça. Et après, une fois que ça c'est fait, on se quitte. Et ils m'ont dit, si tu fais ça, t'es un homme. Et donc là, j'ai remis en place tout un business entre le Maroc, l'Espagne et la France. Et ça se passait bien. Il y a eu la grosse pénurie de 2006-2007, une pénurie de hashish, vous ne trouvez pas. Donc j'ai réussi à trouver moi un plan en Espagne, et je me fais attraper au bout d'un certain temps à la frontière espagnole avec 25 kilos de hashish. Et c'est là que je me retrouve en prison dans le sud. C'est pour ça qu'à chaque fois, ma vie, c'est tellement plein de rebondissements. Je suis dans le sud, je fais 1 an à Perpignan, 1 an à Draguignan, et je suis libéré en provisoire parce que en matière de stup, on n'a pas le droit de te garder plus de 2 ans. Et sinon, faut être jugé. Et comme le dossier n'est pas fermé, ils peuvent pas me juger. Ils me libèrent en provisoire, je reviens à Caen, je vais voir mes potes, et je leur dis, je vous dois plus rien. Ils me disent, non, David, t'es un homme, tu nous dois plus rien, c'est nous qui te devons. Je dis, non, vous me devez plus rien, je vous dois plus rien. Et c'est là, on se quitte en bon terme. Je prends ma femme et ma fille. Je vais travailler au départ comme commercial dans les énergies renouvelables. Et au bout de 6 mois, j'ai le jugement dans le sud, où j'étais sorti en provisoire. Donc, je descends dans le sud en jugement. Et là, le procureur demande 7 ans ferme. Ils me mettent 5 ans ferme. J'avais déjà fait 2 ans en préventive. Il me restait 3 ans. Mais je ne voulais pas les faire. J'étais trop... Voilà, et donc, je m'évade encore là du tribunal. J'arrive à partir en courant du tribunal. Je m'évade avant qu'ils me mettent les menottes. Je pars et je prends ma femme et ma fille à Caen et on part à Paris.
Et là, à Paris, j'ai dit à ma femme, moi, je ferai plus rien de malhonnête. Mais je fais un dernier truc de malhonnête quand même, c'est que je falsifie les diplômes de ma cousine, qui est infirmière. Je falsifie tous les documents, même permis, tout ça, tout. Je me fais des faux permis et tout ça. Et je me fais embaucher dans une société d'ambulance, attachée au SAMU de Paris. Et là, recherché par toutes les polices de France, je travaille attaché au SAMU de Paris. Je fais des SAMU dans tout Paris. Et le soir, je monte sur scène sous le nom de Pinlu, l'envers de Lupin. Je raconte ma première évasion. Les gens rigolent, ils rigolent. Et ils me disent la suite. Je dis, je peux pas, je suis en cavale. Ils rigolent encore plus. Et le soir, je fais des SAMU et ça dure pendant presque 5 ans où j'ai mes 2 fils qui naissent. Et voilà. Et après, voilà. Et c'est ça qui va vous sauver. Ouais, c'est ce qui me sauve parce qu'au bout de 5 ans, il m'attrape. Ouais. Il m'attrape. J'arrive devant la juge et j'explique tout ça à la juge. La juge, elle me dit, Monsieur Desclos, c'est trop fou, c'est trop dingue. J'ai jamais entendu une histoire comme ça. Je vais faire une enquête. Et elle fait 2 enquêtes. Ça dure presque 1 an. Et au bout d'un an, je passe devant elle. Elle me dit, Monsieur Desclos, j'ai jamais entendu une histoire comme ça. J'ai jamais vu. Tout est vrai. J'ai tout regardé. Vous avez une histoire de. Il me dit, Monsieur Desclos, je vais vous laisser sortir, je vais vous donner une dernière chance. Je vous laisse sortir avec le bracelet électronique, mais vous allez faire quelque chose de bien de votre vie. Et cette juge, je m'en rappellerai toujours de ce qu'elle a fait. Et cette dernière chance qu'elle m'a donnée, je l'ai saisie. Et donc, j'ai travaillé d'abord dans les assurances. Voilà, et ensuite, je suis remonté, une fois que j'avais plus le bracelet électronique, je suis monté sur scène et j'ai gagné un concours. Et j'ai eu le droit de jouer mon spectacle en entier. Et là, j'ai rencontré Stomy, Passy, enfin tout le secteur A, Calbo, Lino, et Dominique Coupe du Théâtre du Gymnase, Monsieur Bertin. Et là, j'ai fait Théâtre du Gymnase, Jamel Comedy Club, Bobino, Palais des Glaces. Ça a monté. Là, l'aventure est un autre film, quoi. Et vous avez réalisé peut-être un rêve d'enfant, je sais pas. En tout cas, un rêve que vous jouez sur scène aujourd'hui avec un one-man show. D'abord intitulé Écrou et de rire. Ouais. Et puis aujourd'hui, un spectacle musical appelé Hold Up au Théâtre du Gymnase, donc Maribel. Ce sera tous les derniers jeudis du mois à partir de septembre. Et vous ne serez pas seul sur scène. Ouais, non, j'ai la chance sur scène d'avoir Stomy Bugsy, Passy, le chanteur Kali, Calbo, Lino d'Arsenic, Sully Céphile avec son titre Je voulais, des rappeurs aussi de la nouvelle génération comme Igor LDT, Uzi, ZKR, des cascadeurs, des danseurs, Olaf qui chorégraphie toute cette équipe de danse, je les ai appelés les Street A, groupe de danse des cascadeurs. En fait, voilà, j'ai créé vraiment un grand show. Voilà, il y a tout est réuni, l'humour, la danse, le chant, les cascades, les lumières en couleur, tout. On l'a fait le 21 mai là, ça a été génial, on a eu un tonnerre d'applaudissements, tout le monde adorait Écrou et de rire, mon seul en scène. Je suis à Toulouse justement, là, le 18 et 19 juin à Toulouse pour Écrou et de rire. Le seul en scène tourne encore dans les prisons, dans les écoles, les collèges, les théâtres de France. Je suis toujours en tournée avec Écrou et de rire en seul en scène. Mais, donc tout le monde adorait le seul en scène, mais le spectacle Hold Up en spectacle musical, ça a fait c'est vraiment, là tout est réuni, c'est génial, quoi. Tout est réuni aussi parce que vous intervenez en plus de cela dans les écoles, les collèges, les lycées, les prisons, mais aussi auprès d'éducateurs pour prévenir, sensibiliser avec cet objectif-là, toujours continuer à faire quelque chose de bien. Quel est votre message aujourd'hui, David Desclos ? Le message, c'est qu'en fait, à toute cette jeunesse, je voudrais leur dire, on pense... je vais en prendre un petit mot mal poli, désolé, mais quand on rentre dans la délinquance, on pense niquer le système, mais en fait, c'est le système qui nous brise. Et je dis aux jeunes, mettez votre culot, votre intelligence, votre talent du bon côté de la barrière. Un vieux bagnard m'a dit un jour, il est plus facile de faire 1 euro honnête que 2 euros malhonnête. Si un jour tu comprends ça, tu auras tout compris. Et ce vieux bagnard avait complètement raison. Et voilà, et un message très important à la jeunesse, nous dans les quartiers, on nous dit pas assez que c'est le projet qui fait l'argent et pas l'argent qui fait le projet. Comme des imbéciles, on part sur les chemins de la délinquance, du vol, du shit et tout ça pour faire l'argent, pour monter des projets. Mais non, en fait, c'est étudier à l'école, monter des projets. C'est le projet qui fait l'argent et pas le contraire. Et si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Et voilà, c'est vraiment ce que j'essaye d'expliquer. Et vous dites aussi, le paradis est sur terre, l'enfer aussi, c'est toi qui le crées, c'est toi qui choisis, c'est selon comment tu mènes ta vie. Oui, c'est une phrase de mon livre que j'ai mis dans mon livre. Il y a tout un texte là-dessus, tout un texte que j'ai écrit en cellule et qui me tient à cœur. Et c'est vrai, le paradis est sur terre, l'enfer aussi, c'est toi qui te le crées, c'est toi qui choisis, c'est selon comment tu mènes ta vie. Merci beaucoup David Desclos. Merci tout de suite. Puisque vous aimez la scène, on va vous emmener au théâtre. Avec plaisir. Au théâtre. Bonjour
Bonjour David Schweger. Bonjour Cyrielle et bonjour David Desclos. Bonjour. Alors pour ma chronique théâtre du jour, il me fallait forcément aller du côté du romanesque, de l'aventure, car ne sont-ce pas là des mots qui viennent immédiatement à l'esprit lorsque l'on songe à votre vie d'ancien braqueur de banque, de beau mec, comme on dit dans le milieu, qui s'évane à peine incarcéré en 98, bandit à l'ancienne, un peu à la Spaggiari. Je crois que vous avez fait un peu un coup dans ce genre-là. Il me fallait donc trouver une figure qui tienne à la fois du bandit de grand chemin et du héros, de l'homme du monde et du combattant, un peu à la manière d'un Jean Valjean dans Les Misérables de Victor Hugo. Le théâtre de la Huchette a répondu à mes vœux en programmant au cœur de l'été naissant la mise en scène audacieuse des Mystères de Paris, le roman feuilleton et fleuve célèbre depuis le 19e siècle du filleul de l'impératrice Joséphine et grand mondain Eugène Sue, paru dans le Journal des débats entre 1842 et 1843. Expliquez-nous alors, pourquoi ce choix, David ? Eh bien, Cyrielle, je parlais de choix audacieux de la part du metteur en scène Patrick Allouin, car Les Mystères de Paris sont à la fois, comme dit en introduction, un roman feuilleton et un roman fleuve de plusieurs centaines, voire milliers de pages qui font vibrer la ménagère, comme le bon père de famille dans le milieu du 19e siècle. L'adaptateur de la pièce, comme son metteur en scène, ont donc fait le choix de trancher dans le vif et de tenter de raconter la trame principale de cette histoire pléthorique. Cette histoire, quelle est-elle ? C'est celle de Rodolphe, personnage mystérieux, aristocrate, s'attelant à rétablir une forme de justice sociale dans le Paris de la première moitié du 19e siècle. Il croise donc des travailleurs pauvres, aussi bien que des criminels, voulant récompenser les bons et punir les méchants. Au cœur de l'île de la Cité, intrigues et mystères se multiplient ainsi au fil des mélodies de ce qui devient sous nos yeux une agréable comédie musicale, portée par 3 interprètes donnant vie à 15 personnages. On y voit donc notamment l'aristocrate Rodolphe, dont l'itinéraire ressemble beaucoup, comme je l'ai dit, à celui de Jean Valjean, venir en aide à une jeune prostituée qu'il va prendre sous son aile. La jeune fille à qui il est venu en aide a à peine 16 ans. Malgré son histoire difficile, elle chante d'une belle voix, c'est pour ça qu'on la surnomme la goualeuse. Je m'arrête là pour ne pas trop en dire sur la trame de cette fiction marquée par sa forte teneur romanesque et dramatique. Alors, un mot sur la mise en scène, David. Oui, Cyrielle, car elle est fort belle, malgré son classicisme certain. Les 3 comédiens, Lara Pelliasco, Simon Hull et Olivier Breitman, livrent chacun une partition impeccable du point de vue vocal, chacun dans leur registre. Sans compter leur performance actoriale, qui les fait incarner à 3, comme je l'ai dit, pas moins de 15 personnages, ce qui oblige à une polymorphie de haute voltige. Les décors soignés nous plongent dans un 19e siècle fantasmatique et cerclent une comédie musicale dont le registre hésite entre La Belle et la Bête et Notre-Dame de Paris, dans une esthétique que ne renieraient pas les fictions de Disney jouées dans le West End de Londres. Alors, en conclusion, on a envie de savoir ce que vous avez pensé concrètement de ce spectacle. En conclusion, je vais me répéter un peu aujourd'hui, mais je recommanderais à ceux de nos auditeurs qui aiment le romanesque qui habite la vie de David Desclos, comme un certain nombre de vies dans la veine du Victor Hugo des Misérables ou de Notre-Dame de Paris, et qui n'ont rien contre l'alliance d'une telle fiction avec le meilleur de la comédie musicale, d'aller faire un tour du côté du théâtre historique de la Huchette, où ils entreront avec Eugène Sue dans les petites ruelles sombres d'une île de la Cité d'avant les travaux du baron Haussmann, pour faire l'expérience des Mystères de Paris. Et merci beaucoup, David. Je rappelle alors que Les Mystères de Paris, d'après Eugène Sue, est mise en scène par Patrick Allouin, avec notamment Lara Pelliasco et Simon Hull. Et ça se joue donc au théâtre de la Huchette, je rappelle, au 23 rue de la Huchette dans le 5e, jusqu'en septembre. Merci beaucoup, David Schweger. Merci à vous. Tout de suite, c'est le billet du jour avec Anouchka Monceau. Le billet du jour. Bonjour Anouchka. Bonjour Cyrielle, bonjour David Desclos. Bonjour. Il y a 2 personnes que je ne veux pas embêter, moi, dans ma vie. C'est Poutine et David Desclos. David Desclos, vous êtes un ancien bandit et braqueur de banque. Le prochain invité, c'est sûr, ça va être un dresseur de chameaux. Le chameau, il crache du feu, il a une chaîne Twitch, il collectionne des NFT. Ah bah ça, c'est Mathieu Delormeau. C'est bien, il a retrouvé du boulot. Ah ouais. David Desclos, vous avez braqué une banque en creusant un tunnel pendant 4 mois. 4 mois dans les égouts pour finir en prison. Moralité de l'histoire,
toujours préféré le télétravail. Apparemment, vous seriez allé en prison à cause d'une petite erreur. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ah ben, il faut venir au spectacle alors, parce que je ne peux pas trop dire. Je comprends, j'en étais sûre. Alors du coup, j'ai essayé de trouver des raisons par moi-même. Vous me direz ce que vous en pensez. D'accord. Alors, est-ce que vous pensiez tirer une carte chance et ça vous a amené direct en prison ? Non. Ah bah ouais, parce que dans ce cas-là, il faut revoir vos règles de Monopoly. Non, je sais, vous êtes arrivé à 12h10 et la banque était fermée. Ah voilà, parce que les banquiers, ils rigolent pas avec la pause déj, David. Il y a quelque chose qui leur fait encore plus peur que d'être braqués, c'est de rater les frites à la cantoche. À 12h15, il y en a plus. Non, c'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. Alors, vous avez voulu faire la queue par politesse et au moment d'arriver au guichetier, vous avez dit « Bonjour madame » avec votre cagoule sur la tête. Non, moi je pense que c'est la solution la plus plausible étant donné que quand j'ai voulu chercher des infos sur vous, il y a marqué partout que vous êtes un braqueur gentil. Dommage que vous ne soyez pas assez noir, vous auriez pu jouer Lupin sur Netflix. On embrasse évidemment Omar Sy et les fachos, c'est une vanne. Coucou maman. J'espère que je vous ai pas énervé, David. Pas du tout. Mettez pas votre maillot du PSG pour pas piller la radio. Enfin, je m'inquiète pas trop, il y a pas grand chose à piller chez Radio J. Normal, notre directeur des programmes est roumain. Il va vous tuer. Je vois déjà le gros titre de l'Express, pillage à Radio J, quel avenir pour le Hamas. Moi je plains le Hamas. Les mecs pensaient que l'Occident les sauverait. On leur a envoyé Greta Thunberg et Rima Hassan. Ils auraient encore préféré des roquettes. Elles sont à bord actuellement d'un voilier pour se rendre en Palestine et dénoncer le blocus humanitaire. Il faut savoir que c'est un petit bateau et que donc il n'y a pratiquement rien comme aide humanitaire. Non seulement elles n'auront rien à donner aux enfants palestiniens et en plus le retour dans la journée va être long. Au moins dans l'avion, Rima avait un plateau repas. Là, 7 jours avec un paquet de chips, ça fait long. À ce stade, c'est elles qui vont avoir besoin d'aide humanitaire. La Croix-Rouge arrive vite en général, ne vous inquiétez pas, surtout quand on est antisioniste, pardon. On dirait le début d'une blague. Rima et Greta sont sur un bateau, l'une d'elles tombe à l'eau. Que reste-t-il ? Réponse, une mauvaise nouvelle. Un tweet de Rima, l'armée israélienne a envoyé une vague offensive. Et évidemment que nos yeux doivent se porter sur Gaza, c'est sûr, mais aussi sur Israël et le Soudan, et le Yémen et la Syrie, tous unis contre le terrorisme. Et aussi le dernier album d'Anne-Sophie Lapix. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. C'est joli. C'est bien sûr la C'est joli. Mais bon, arrêtez Anne-Sophie, c'est quand même mieux. Enfin, n'arrêtez pas le journalisme, on vous souhaite plein de bonnes choses où vous alliez. Moi, je vous laisse, je dois aller braquer mes parents. J'ai plus de papier toilette ni de Tupperware. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup, Anouchka Monceau. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Tout à fait, Avec Cyrielle. grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout de suite, c'est l'introspection. L'introspection. Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Essayons de faire cela maintenant, si vous le voulez bien, David Desclous. Avec une première phrase, la première est celle-ci. Pensez-vous que nous avons tort d'avoir raison trop tôt ? Wow. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi je pense que c'est la vie, il faut laisser chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, Ouais. voilà. Il faut vraiment laisser le temps faire les choses, quoi. Est-ce que vous pensez que le savoir, c'est le pouvoir ? Oui. Pourquoi ? Le savoir est une arme. Le savoir est une arme. Par exemple, Stomy, Passy le disent dans leur chanson, le savoir est une arme, maintenant je sais. Éduque-toi si tu veux t'en sortir. Lis la lecture, c'est très important. L'éducation est très importante. C'est ce qui peut sortir tous les jeunes de. Voilà, c'est l'éducation. On en a pas assez parlé d'éducation, justement. Voilà, pour moi, c'est très important. Il y a une phrase dont j'aimerais vraiment connaître votre sentiment, c'est celle-ci. Qui veut la paix prépare la guerre. J'ai du mal un petit peu avec ça. J'ai Ouais. beaucoup de mal. J'ai vraiment du mal avec ça parce que moi, je suis vraiment dans le pacifisme. J'ai tellement vu de choses dans ma vie, de morts, de trucs. Voilà. Je trouve que l'être humain, voilà, il gagnera à s'apaiser. Voilà. Je suis vraiment contre les guerres, quoi. À fond. Donc, qui veut la paix, fait la paix. Point, tout simplement, quoi. Pour moi, c'est ça.
Pour terminer, j'aimerais vous proposer cette phrase. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Ouais, c'est très joli ça. C'est réel, c'est ça, fais de ta vie. Moi, c'est ce que j'essaye de dire. Partout où je passe, dans les prisons, partout, je leur dis, réfléchissez à quelque chose qui vous passionne, formez-vous dans quelque chose qui vous passionne, travaillez dans quelque chose qui vous passionne, et vous n'aurez pas l'impression de travailler, vous n'aurez pas l'impression d'aller au travail, et vous travaillerez avec le sourire et tout ça. Donc, c'est ça, c'est exactement, ça résume ce que vous venez de dire, c'est ça. Tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et c'est avec vous, Véronique Zana. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Et en route pour les montagnes russes, parce que c'est un peu l'histoire de votre vie qui m'évoque ces montées, ces descentes, et aussi peut-être un peu ce personnage de Sisyphe, je ne sais pas si vous le connaissez, qui passe son temps à pousser sa boule au-dessus de la montagne, et quand il pense y être arrivé, vlan, ça redescend. Et quelque chose de votre vie est un petit peu comme ça. Alors oui, à chaque fois qu'il y a eu des épreuves, vous avez fait preuve d'ingéniosité. Alors au début à petite échelle, et puis au fur et à mesure, vous commencez à faire du repérage. Je trouve que vous avez déjà une vision géographique un petit peu hélicoptère de tout ce qui peut se faire, et un grand sens analytique parce que vous arrivez à décrypter, et très vite, vous êtes rentré dans les systèmes, dans l'observation, et ça, c'est quelque chose qui est quand même un grand support pour pouvoir amener sa vie quelque part, qu'on soit bandit comme vous le dites, ce qui est déjà un hommage à votre première partie de vie. Je dis première parce que là maintenant s'ouvrent des espaces qui vont être radicalement différents, sur lesquels vous pouvez compter, et vous avez acquis un savoir. On parlait de savoir tout à l'heure, mais le savoir, il est vraiment multiple. Et pour vous, ce savoir, il a été à la fois sur des systèmes, à la fois sur du savoir humain. Vous avez dit très souvent le signifiant respect. C'est vraiment quelque chose qui vous anime, que ce soit pour la famille, avec les codes de la famille. D'ailleurs, chez vous, on pourrait dire que quelque part dans votre vie, vous êtes passé du collectif, qui est très important pour vous, à l'individuel, puisque au fond, quand on est sur une scène, on est tout seul. Et là, enfin, vous pouvez utiliser qui vous êtes, comme vous êtes, et dans une éthique. Parce que effectivement, vous dites la morale, ça n'est pas avec ça qu'on peut avancer, qu'on peut poser des bases et qu'on peut éviter les grands dangers. Mais une éthique, ça vient positionner autre chose, ça vient positionner un sens de la vie qui est vraiment un repère. Et d'ailleurs, père, maintenant vous l'êtes. Et c'est avec ses enfants, et vous avez fait de magnifiques hommages à votre femme, mais quelque part quand même, c'est avec ses enfants que quelque chose vient modifier ce que vous voulez amener, quelque chose de vous, quelque chose aux autres. Ça relance votre vie. Un repère, il y a à la fois le père et le phare, l'exemplarité, vous en avez parlé. Qu'est-ce que je peux amener aux autres ? Et donc, le côté artiste qui vous a amené sur scène, effectivement, on l'a entendu. Et on a entendu aussi que vous êtes un conteur. Vous aimez raconter des histoires. Vous avez de la propos. À la fois, vous savez écouter et vous savez rebondir. Donc bien évidemment, ce côté artiste, on l'a entendu. Persévérant, alors là, on ne peut vraiment pas dire qu'on peut vous le retirer, parce que, je parlais Sisyphe, on y retourne encore et encore. Alors, pour terminer, moi, il y a 3 mots que j'ai très envie de vous broder dessus, c'est respect, éthique et compteur. À la fois parce qu'il y a quelque chose à compter, et parce qu'on peut compter sur vous. Merci, je suis très touché. Beaucoup, très touché. Véronique Merci Zana. beaucoup. Notre Merci. psychanalyste que l'on retrouve toutes les semaines sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. J'étais dingue de toi, prêt à toutes les conneries. Merci beaucoup, David Desclos. On finit cette émission avec une chanson que vous aimez, Comme j'étais en vie, de Kali, qui est avec vous sur scène. Il vous rejoint à partir du mois de septembre pour votre spectacle Hold Up avec d'autres artistes emblématiques. Vous serez au théâtre du gymnase Marie-Belle tous les derniers jeudis du mois à partir de septembre. J'ai envie de dire merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous. Franchement, je suis très touché. Il n'y a pas de mots. Vraiment très touché. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Vous êtes la preuve que vous pouvez mettre en lumière une réalité sociale, une vérité humaine, et que le destin existe pour être changé, et que surtout, tout le monde a droit à une seconde chance. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur l'antenne de Radio J. Et évidemment, à demain. Belle journée à tous. Merci.